Même pas de quoi s'offrir une voiture, a ricané mon frère. L'hélicoptère a atterri. Mon chauffeur est là, ai-je dit. Maman a perdu connaissance. Je m'appelle Chloé, j'ai 32 ans, et ce jour-là, dans ce train qui filait à travers la campagne normande, je sentais une boule d'angoisse se serrer dans mon ventre. Mon frère, Antoine, m'avait dit au téléphone, « C'est une réunion de famille, Chloé. On ne peut pas y échapper. » Et il avait raison. À la réunion de famille, ils m'ont tous humilié. Ils m'ont traité de pauvre, de raté. Mon frère a même ricané, elle n'a même pas de quoi s'offrir une voiture. C'est à ce moment-là que le bruit assourdissant des pales d'un hélicoptère a fait trembler les vitres du salon. L'appareil s'est posé sur la pelouse. J'ai simplement dit, mon chauffeur est là. Et ma mère a perdu connaissance. Avant de plonger dans les détails de cette histoire incroyable, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Laissez un commentaire pour me dire dans quelle ville ou quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir à quel point nos histoires peuvent voyager. Et si, comme moi, vous avez déjà été sous-estimé par votre propre famille, montrez-moi votre soutien en cliquant sur « J'aime » et en vous abonnant. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Le TGV glissait silencieusement vers Vernon, ma ville natale. Chaque kilomètre qui me rapprochait de la maison de mes parents était un kilomètre de plus vers une confrontation que je redoutais. Depuis des mois, je repoussais cette échéance. La santé de mes parents déclinait, et il fallait prendre des décisions importantes, des décisions qui impliquaient de l'argent. Beaucoup d'argent. Et dans ma famille, l'argent était le sujet central, le baromètre de la réussite, la mesure de toute chose. Pour eux, on ne valait que ce que l'on possédait. Mon frère aîné, Antoine, 40 ans, était l'incarnation de leur idéal. Diplômé d'une grande école de commerce, il était devenu un cadre supérieur à la Défense, avec un salaire à 6 chiffres, un appartement à Neuilly avec vue sur la Tour Eiffel et une femme, Hélène, qui semblait tout droit sortie d'un magazine de mode. Sa vie était une succession de succès prévisibles et célébrés. Ma petite sœur, Sophie, 28 ans, avait suivi une autre voie, tout aussi valorisée, elle avait épousé un riche héritier d'un prestigieux vignoble bordelais. Sa vie n'était que gala de charité, vacances à Megève, sac à main de luxe et photos parfaites sur Instagram. Elle ne travaillait pas, elle gérait son image et celle de son mari. Et puis, il y avait moi. La pièce rapportée. L'anomalie. La rêveuse qui, 10 ans plus tôt, avait commis le crime de lèse-majesté, abandonné ses études pour lancer une start-up dans la tech. Une folie, selon eux. Une erreur monumentale qui allait me coûter mon avenir. Ils ne savaient pas. Ils ne pouvaient pas savoir. Ils ne savaient pas que cette « folie » venait d'être rachetée par un géant américain pour plus de 50 millions d'euros. Ils ne savaient pas que la femme qu'ils s'apprêtaient à juger et à plaindre pouvait acheter 10 fois leur maison sans même y penser, que mon patrimoine éclipsait le leur de manière presque comique. Je vivais simplement, non par nécessité, mais par choix philosophique. Mon appartement à Lyon était confortable, mais pas ostentatoire. Je conduisais une voiture d'occasion. Pour eux, c'était les preuves irréfutables de mon échec cuisant. Chaque appel téléphonique était un interrogatoire subtil, déguisé en sollicitude. « Tu t'en sors, ma chérie ?» demandait ma mère d'une voix pleine de pitié. « Si tu as besoin d'un petit quelque chose, n'hésite pas », lançait Antoine, comme s'il me faisait l'aumône. « J'ai un vieux costume que je ne mets plus, il pourrait te servir pour des entretiens. » Je laissais dire. Une partie de moi, je l'avoue, trouvait une certaine satisfaction perverse dans leur ignorance totale. C'était ma petite vengeance silencieuse. Mais aujourd'hui, le jeu était terminé. La santé de mes parents était en jeu, et leur avenir dépendait de décisions financières sérieuses. Je savais que cette réunion allait être un tribunal. Mon procès. Et j'étais l'accusé, jugé coupable d'avoir choisi une autre voie, une voie qu'ils ne comprenaient pas et, par conséquent, méprisaient. Le train ralentit, annonçant l'arrivée imminente en gare de Vernon. Je regardais par la fenêtre les paysages familiers de mon enfance. La Seine, les maisons à colombage, le clocher de l'église. Tout semblait figé dans le temps, alors que mon monde à moi avait explosé en 1000 morceaux pour se reconstruire en quelque chose de plus grand, de plus fort. Je sentais mon cœur battre plus fort.
L'angoisse était palpable. Je savais que j'allais devoir affronter leurs regards, leurs soupirs, leur condescendance insupportable. Je pris une profonde inspiration. Je portais un jean usé et un simple pull. Mon armure pour la bataille à venir. Ils s'attendaient à voir la Chloé qu'ils avaient imaginée, fragile, en difficulté, ayant besoin de leur aide. Ils allaient être servis. Mais ils n'avaient aucune idée de la surprise que je leur réservais, du coup de théâtre qui allait secouer les fondations de leur petit monde bien ordonné. Je suis descendu du train, un simple sac de voyage à l'épaule. Le froid de novembre me saisit. J'ai hélé un taxi, sachant pertinemment que ce simple fait serait la première pièce à conviction de mon dossier d'échec. J'ai hélé un taxi, sachant que ce simple geste serait commenté et analysé. Je n'avais aucune idée à quel point ce week-end allait changer nos vies pour toujours, et pas seulement de la manière que j'avais planifiée. Quelques heures plus tôt, dans le dressing de mon Pantouse sur les hauteurs de Lyon, j'avais délibérément choisi ma tenue de combat. Pas de tailleur de créateur, pas de sac de luxe. Non. J'ai sorti du fond d'un placard un vieux jean, celui que je porte pour jardiner, et un pull en laine un peu bouloché. Mon assistante, Margot, m'observait avec un air perplexe, presque désapprobateur. Vous êtes sûr de vouloir ressembler à une étudiante qui rentre chez ses parents pour le week-end? Le jet est prêt, vous savez. Vous pourriez être à Vernon en moins d'une heure, m'avait-elle demandé en me tendant mon billet de TGV en seconde classe. J'avais souri. C'est exactement l'effet recherché, Margot. C'est le costume qu'ils m'ont taillé sur mesure depuis 10 ans. Je ne vais pas les décevoir. Le spectacle ne fait que commencer. Ce costume, je le portais depuis ce dîner de famille cataclysmique où j'avais annoncé ma décision de quitter HC en 2e année. Mon père, d'habitude si calme, était devenu blême, puis rouge de colère. Tu jettes ta vie en l'air. Pour une idée stupide sur Internet, avait-il hurlé, frappant du poing sur la table. Ma mère pleurait en silence, le visage caché dans ses mains. Mais le pire, ça avait été le regard d'Antoine. Un regard mélange de pitié et de mépris. Les rêveurs comme toi finissent toujours par se réveiller, Chloé. Et le réveil est brutal. Tu reviendras nous demander de l'aide dans 6 mois, la queue entre les jambes. 6 mois. C'est le délai qu'il m'avait donné. 10 ans plus tard, je n'étais jamais revenu demander de l'aide. Mais dans leur esprit, mon silence n'était pas le signe de ma réussite, mais la preuve de ma honte. Il s'était construit une histoire, une fiction confortable dans laquelle j'étais la brebis égarée, celle qui vivotait de petits boulots, partageant un minuscule appartement avec des inconnus, regrettant amèrement ses choix de jeunesse. Ils s'imaginaient que je mangeais mal, que je ne me soignais pas, que j'étais seule et malheureuse. La réalité était tout autre. Les premières années avaient été un enfer. J'avais frôlé la faillite 2 fois. J'avais vécu avec moins que le SMIC, mangé des pâtes tous les jours, travaillé 18 heures par jour dans un bureau de la taille d'un placard, dormant sur un matelas pneumatique à côté de mon ordinateur. J'avais pleuré de fatigue et de désespoir, seule, dans le silence de la nuit. Mais je n'avais jamais appelé à la maison. Jamais. Leur scepticisme était mon carburant. Chaque fois que je voulais abandonner, je repensais au ricanement d'Antoine, aux larmes de ma mère, à la colère de mon père. Et je me remettais au travail avec une rage décuplée. Puis, il y a eu cette idée. Ce protocole de sécurité de données que personne n'avait vu venir. 3 ans de développement acharné. Et puis, l'explosion. Les contrats, les investisseurs, la croissance exponentielle. Ma petite start-up était devenue une licorne, une de ces entreprises valorisées à plus d'1 milliard. Et il y a 6 mois, l'offre de rachat était tombée. Une offre que je ne pouvais pas refuser. Je n'avais rien dit. Pas un mot. À Noël dernier, quand Sophie m'avait offert une boîte de chocolat de supermarché en me disant « Ça te fera plaisir, ma pauvre chérie », j'avais souri et remercié, alors que je revenais d'un voyage d'affaires à Tokyo où j'avais séjourné dans un palace. Quand Antoine m'avait demandé si j'avais besoin qu'il se porte garant pour mon loyer, j'avais poliment décliné, alors que je venais de signer l'achat de mon Pantouse. Ce n'était pas de la méchanceté. C'était une forme de protection. Leur jugement m'avait profondément blessé. Leur incapacité à croire en moi, à voir au-delà de leur propre définition étroite du succès,
avait creusé un fossé entre nous. Mon silence était le mur que j'avais bâti pour me protéger. Le taxi roulait maintenant dans les rues de Vernon. Rien n'avait changé. La boulangerie du coin, le petit parc où j'avais passé des après-midi entiers à rêver, le lycée où j'avais rencontré mon premier amour. Tout était figé, comme une carte postale jaunie. Mon monde avait changé, mais le leur était resté le même. Et j'étais sur le point de provoquer un tremblement de terre. La voiture tourna dans l'allée de la maison de mes parents. Une belle maison bourgeoise, avec un grand jardin. Le symbole de leur réussite, de leur vie bien rangée. Je sentis la boule dans mon ventre se resserrer encore plus. J'ai payé le chauffeur, j'ai pris mon sac, et j'ai marché lentement vers la porte d'entrée. Chaque pas était lourd. Je n'étais plus Chloé, la PDG millionnaire. J'étais redevenue la petite Chloé, la déception de la famille, celle qui devait faire ses preuves. Je me suis arrêtée devant la porte. J'ai hésité. Une partie de moi voulait faire demi-tour, sauter dans le premier train pour Lyon et ne jamais revenir. Mais je pensais à mes parents. À leur santé fragile. Je devais le faire. Pour eux. Et peut-être un peu pour moi aussi. Pour la jeune femme de 22 ans qu'ils avaient tenté de briser. J'ai levé la main pour sonner. Mais je savais que le pire n'était pas les souvenirs douloureux qui remontaient à la surface. Le pire, c'était ce qui m'attendait de l'autre côté de cette porte. La porte s'est ouverte avant même que j'aie eu le temps de sonner. Antoine se tenait là, impeccable dans son pull en cachemire et son pantalon de flanelle, un verre de vin à la main. Un rictus flottait sur ses lèvres. « Te voilà enfin. » On commençait à s'inquiéter. « Le train a eu du retard ou tu as dû finir à pied depuis la gare ?» Ses yeux m'ont scanné de haut en bas, s'attardant sur mon jean usé et mes baskets fatiguées avec une satisfaction non dissimulée. Il avait la confirmation qu'il attendait. J'étais toujours la même. La perdante. « Salut Antoine. Je suis contente de te voir aussi, ai-je répondu d'un ton neutre, en lui tendant la main. Il l'a serrée mollement, presque à contre-cœur. Maman est dans la cuisine. Elle s'inquiétait pour toi. Il a pris mon sac de voyage, feignant un effort sous son poids inexistant. Toujours aussi légère, à ce que je vois. Tu devrais manger un peu plus. Je suis entrée dans la maison de mon enfance. L'odeur était la même. Un mélange de cire d'abeille et du parfum de ma mère. Rien n'avait bougé. Les mêmes meubles, les mêmes tableaux au mur. C'était comme entrer dans un musée de ma propre vie, une vie que j'avais fui. Ma mère est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. Ses traits étaient tirés, mais ses yeux se sont illuminés en me voyant. « Ma chérie. » Elle m'a serré dans ses bras. « Tu as l'air fatiguée. Tu manges assez ? Tu sais, si tu as des difficultés, il ne faut pas avoir honte de nous le dire. Ton frère et ta sœur réussissent si bien, ils peuvent t'aider. Tout va bien, maman. Ne t'inquiète pas, je l'ai aidé à s'asseoir. Mon père était dans le salon, assoupi dans son fauteuil. Il avait vieilli. La maladie laissait des traces cruelles. Le ton m'était donné. En moins de 5 minutes, j'avais eu droit à la condescendance de mon frère et à la pitié de ma mère. Le programme du week-end s'annonçait chargé. La sonnette a retenti 1 heure plus tard. C'était Sophie et son mari, Marc. Ils ont fait une entrée théâtrale, les bras chargés de sacs de grande marque. Sophie portait une robe qui coûtait probablement plus cher que mon loyer annuel, et un sac à main qui aurait pu nourrir une famille pendant 1 an. Elle a embrassé tout le monde, distribuant des cadeaux. Une bouteille de vin d'un grand cru pour papa, un foulard en soie pour maman, une montre de luxe pour Antoine. Puis, elle s'est tournée vers moi. Son sourire s'est légèrement crispé. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti un petit paquet. Et pour toi, Chloé, j'ai pensé à quelque chose qui pourrait être utile. J'ai ouvert le paquet. À l'intérieur, il y avait une carte cadeau. Mais pas de n'importe quel magasin. C'était une carte cadeau pour Troc de Luxe, une célèbre chaîne de dépôt-vente. Le message était clair, brutal. Je me suis dit que tu pourrais y trouver quelques jolies pièces pour tes entretiens d'embauche, a-t-elle ajouté avec un sourire qu'elle pensait charitable. Il faut bien commencer quelque part, n'est-ce pas ? J'ai senti le sang me monter au visage.
C'était une humiliation publique, calculée. Elle ne voulait pas m'aider. Elle voulait m'écraser. Me rappeler ma place. J'ai relevé la tête et je l'ai regardée droit dans les yeux. C'est très gentil, Sophie. Merci. Ma voix était glaciale. J'ai glissé la carte dans ma poche. Je la garderai. Comme un trophée. Le symbole de leur aveuglement. Le dîner a été une longue épreuve. Antoine a monopolisé la conversation, racontant ses exploits professionnels, ses bonus, sa nouvelle voiture de sport. Sophie a enchaîné avec le récit de leurs dernières vacances à l'île Maurice, se plaignant du service 5 étoiles qui n'était pas tout à fait à la hauteur. Marc, son mari, opinait du chef, visiblement impressionné par sa propre importance. Mes parents buvaient leurs paroles, fiers de leur progéniture si brillante. Quand le projecteur se tournait vers moi, c'était toujours avec la même question sous-jacente. « Et toi, la pauvre petite chose, que deviens-tu » Alors, Chloé, toujours dans tes petits projets sur Internet, a demandé Sophie en se servant un verre de vin. Ça se passe bien, ai-je répondu évasivement. Si tu veux, je peux te mettre en contact avec le fils d'une amie, a renchéri Antoine. Il monte des sites web pour des artisans. Ça ne paie pas des fortunes, mais c'est un début. Ça te ferait un revenu stable. Un revenu stable. Eux qui n'avaient aucune idée de ce que ce mot voulait dire. J'ai serré les poings sous la table. Chaque mot était une insulte, une négation de tout ce que j'avais accompli. Ils ne me voyaient pas. Ils ne voyaient que l'image qu'ils s'étaient faite de moi, une image qui les arrangeait, qui validait leur propre choix de vie. J'ai enduré le reste du repas en silence, répondant par monosyllabes. J'étais une spectatrice de ma propre humiliation. Je les observais, et je voyais au-delà des apparences. Je voyais la peur dans les yeux d'Antoine, la peur de ne pas être à la hauteur. Je voyais le vide dans le regard de Sophie, le vide d'une vie passée à jouer un rôle. Chaque parole condescendante, chaque regard apitoyé, ne faisait que renforcer ma résolution. Ils pensaient me connaître, mais ils se trompaient lourdement. La soirée n'était qu'un avant-goût. Je savais que le pire était à venir. Et je savais aussi que ma vengeance serait spectaculaire. Le dîner s'est éternisé, chaque minute devenant plus insupportable que la précédente. C'était un véritable concours de réussite, et j'étais la seule participante sans trophée à exhiber. Antoine, après avoir détaillé par le menu son dernier bonus trimestriel, s'est tourné vers moi avec un air faussement concerné. « Au fait, Chloé, j'ai peut-être une opportunité pour toi. Quelque chose de sérieux, cette fois. » Je l'ai regardé, méfiante. Il a sorti son téléphone et a fait défiler quelque chose avant de me le montrer. C'était une offre de stage. Mon entreprise recherche un stagiaire pour le département marketing. Ce n'est pas payé, bien sûr, mais l'expérience sur un CV comme le tien serait inestimable. Tu pourrais enfin mettre un pied dans le monde réel. Un stage. Non payé. Pour une femme de 32 ans qui dirigeait une entreprise qu'il ne pourrait même pas comprendre. Le silence s'est abattu sur la table. Même ma mère semblait mal à l'aise. Sophie, elle, a applaudi. Oh, Antoine, c'est une idée merveilleuse. Chloé, tu devrais accepter. C'est une chance incroyable. L'humiliation était totale. Ce n'était plus de la maladresse, c'était une attaque délibérée. Il voulait me briser, me forcer à admettre que ma vie était un échec et que j'avais besoin de lui, le grand frère sauveur. J'ai senti une rage froide m'envahir. Une rage que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai levé les yeux de l'écran du téléphone et j'ai regardé mon frère. J'ai souri. Un sourire lent, glacial. C'est une offre très généreuse, Antoine. J'y réfléchirai. Il a semblé décontenancé par mon calme. Il s'attendait à des larmes, à de la colère, à une justification. Il n'a eu qu'un sourire. Mais ce sourire en disait long. Il promettait une réponse. Une réponse qu'il n'oublierait jamais. À ce moment précis, je me suis tournée vers vous. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous explosé? Ou auriez-vous, comme moi, choisi de préparer votre revanche en silence? Dites-le moi dans les commentaires. Votre avis m'intéresse vraiment.
Le reste de la soirée s'est déroulé dans un brouillard. Je n'entendais plus leur conversation. J'étais dans ma bulle, élaborant mon plan. Chaque détail se mettait en place dans mon esprit. La réunion du lendemain matin ne serait pas leur réunion. Ce serait la mienne. Je les ai aidés à débarrasser la table, jouant mon rôle de petite sœur reconnaissante. J'ai souhaité bonne nuit à mes parents. J'ai même supporté une dernière tape condescendante sur l'épaule de la part de Sophie. Ne t'inquiète pas, Chloé. Tout va s'arranger pour toi. Je suis montée dans ma chambre d'adolescente. Rien n'avait changé. Les posters sur les murs, les livres sur les étagères. C'était la chambre d'une jeune fille pleine de rêves. Des rêves que ma propre famille avait tenté d'étouffer. Je me suis assise sur le lit. Je n'ai pas pleuré. La tristesse avait laissé place à une détermination de fer. Ils avaient voulu me mettre à genoux. Demain, ils allaient apprendre à leurs dépens qu'ils avaient sous-estimé leur adversaire. Ils pensaient jouer aux échecs, mais ils ne savaient pas que j'étais sur le point de renverser l'échiquier. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un seul message à mon assistante, Margot, plan B. Demain. 10h30 précise. Sa réponse a été instantanée, bien reçue. Le spectacle peut commencer. J'ai éteint la lumière. Dans le noir, j'ai repensé à l'offre de stage d'Antoine. Un stage non payé. L'ironie était délicieuse. Demain, j'allais lui offrir une leçon. Une leçon de business, de respect et d'humilité. Et cette leçon, il n'était pas prêt de l'oublier. Le dîner était peut-être terminé, mais la vraie bataille, elle, n'avait même pas encore commencé. Le lendemain matin, l'atmosphère dans le salon était lourde, solennelle. Antoine avait installé un vidéoprojecteur. Il se tenait debout, tel un PDG présentant ses résultats annuels. Sophie et Marc étaient assis sur le canapé, prenant des notes. Mes parents, dans leur fauteuil, semblaient petits, vulnérables, spectateurs d'une pièce dont ils étaient le sujet principal. Et moi, on m'avait assigné le petit tabouret dans un coin. La place de l'enfant, de celle qui écoute mais ne participe pas. Antoine a lancé sa présentation PowerPoint. Le titre s'affichait en lettres capitales, option D soins et considérations financières pour papa et maman. C'était froid, clinique, impersonnel. Les diapositives défilaient, montrant des photos de maisons de retraite de luxe. Des jardins manucurés, des chambres élégantes, des restaurants gastronomiques. J'ai sélectionné les 3 meilleurs établissements de la région, à commencer Antoine d'un ton professoral. Ils offrent des soins médicaux de pointe, un environnement stimulant, et surtout, ils sont proches de chez nous. Il a détaillé les coûts. Des chiffres astronomiques qui ont fait blêmir ma mère. 20, 30, 40 000 euros par an. Par personne. Évidemment, la retraite de papa et maman ne suffira pas, a-t-il continué en affichant un graphique complexe. J'ai calculé le déficit. C'est ce que nous, les enfants, devons combler. Tous les regards se sont tournés vers moi. Je suis restée silencieuse, le visage impassible. Sophie a pris la parole, sa voix suintant la fausse compassion. Antoine et moi en avons discuté. Nous pensons que la répartition la plus juste serait la suivante. Antoine couvrira 50% des frais, Marc et moi 45%. Un silence. Le calcul était simple. Il restait 5%. Chloé, a dit Antoine en me regardant enfin. Nous savons que ta situation est compliquée. Nous ne nous attendons pas à ce que tu contribues à la même hauteur. Les 5% restants représentent environ 1 500 euros par mois. Il a marqué une pause, pour laisser le chiffre infuser. Nous comprenons que c'est probablement au-delà de tes moyens. Sophie a enchaîné, comme si elles avaient répété leur texte. C'est pourquoi nous avons pensé à une alternative. Si tu ne peux pas contribuer financièrement, peut-être pourrais-tu compenser autrement. En venant plus souvent, par exemple. Pour faire le ménage, les courses, la cuisine. Tu sais, les choses que nous n'avons pas le temps de faire. C'était la solution finale. Leur plan parfait. Ils me reléguaient au rôle de domestique, de parente pauvre qui paie sa dette en nature. Ils ne me demandaient pas mon avis. Ils me présentaient un fait accompli. Ils avaient décidé de ma valeur, de ma capacité,
de mon rôle dans cette famille. Je les ai laissés parler. Je les ai regardés s'enfoncer dans leur propre arrogance. Ils étaient tellement convaincus de leur supériorité, de leur générosité. Ils pensaient me faire une fleur, me sauver de ma propre médiocrité. Mon père, qui avait été silencieux jusqu'à présent, s'est tourné vers moi, le regard trouble. Ta sœur a raison, Chloé. Tu as toujours été douée pour les choses pratiques. Même lui. Même mon père me voyait comme ça. J'ai senti une tristesse infinie m'envahir. Plus de colère. Juste une profonde, une immense tristesse. Il ne me connaissait pas. Il n'avait jamais cherché à me connaître. J'étais une étrangère dans ma propre famille. Alors, qu'en dis-tu, a demandé Antoine, impatient de clore le dossier. L'option aide à domicile te convient? J'ai relevé la tête. J'ai regardé chacun d'entre eux, un par un. Mon frère, le technocrate sans cœur. Ma sœur, la bourgeoise vide et superficielle. Ma mère, faible et influençable. Mon père, perdu dans les brumes de sa maladie. Ils attendaient ma réponse. Ils attendaient que je baisse la tête, que j'accepte leur charité humiliante. Ils s'attendaient à ce que je dise merci. Ils pensaient m'avoir acculé, m'avoir privé de toute issue. Mais ils ignoraient une chose essentielle. Ils ne savaient pas que j'étais sur le point de leur montrer une porte de sortie qu'ils n'avaient jamais imaginée. Je me suis levé lentement du petit tabouret. Tous les yeux étaient fixés sur moi. Le silence dans la pièce était total, seulement troublé par le ronronnement du vidéoprojecteur. Excusez-moi une minute, ai-je dit d'une voix calme, presque trop calme. Je dois passer un appel important. Antoine a froncé les sourcils, visiblement agacé par cette interruption. Chloé, ce n'est vraiment pas le moment. Nous sommes en train de décider de l'avenir de nos parents. C'est justement pour ça, ai-je répondu sans le regarder. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai ignoré son soupir d'exaspération et j'ai composé le numéro de Margot. Elle a répondu à la première sonnerie. Margot, bonjour. C'est moi. Ma voix était posée, professionnelle. Est-ce que tout est prêt pour ce matin? J'ai écouté sa confirmation. Ma famille me regardait, perplexe, essayant de comprendre ce qui se passait. Parfait, ai-je continué. Vous pouvez lancer la procédure d'atterrissage dans 10 minutes, comme convenu. Oui, sur la pelouse principale. L'espace est largement suffisant. Merci. J'ai raccroché. J'ai glissé le téléphone dans ma poche et je me suis tourné vers eux. Un petit sourire flottait sur mes lèvres. Désolé pour cette interruption. Nous pouvons reprendre. Je me suis rassise, mais pas sur le tabouret. J'ai pris une chaise de la salle à manger et je l'ai placée au centre de la pièce, leur faisant face. Le rapport de force venait de changer. Vos propositions sont très intéressantes, ai-je commencé. Mais j'ai moi-même fait quelques recherches. Et j'ai une autre option à vous soumettre. Antoine a levé les yeux au ciel. Chloé, j'ai passé des semaines à analyser le marché. J'ai consulté les meilleurs experts. Je doute que tu aies trouvé quelque chose que j'ai manqué. Il s'agit d'un établissement qui a ouvert l'année dernière, à une vingtaine de kilomètres d'ici. Il s'appelle La Chênaie Dorée. Leur approche des maladies neurodégénératives est révolutionnaire. Il a ri. Un rire sec, méprisant. La Chênaie Dorée? Jamais entendu parler. Si c'était si bien, ça serait sur ma liste. C'est probablement un de ces mouroirs bas de gamme. Au contraire, ai-je rétorqué. C'est extrêmement sélectif. Ils n'acceptent que des clients privés, sur recommandation. Ils ne font aucune publicité. Sophie a ricané à son tour. Et comment une personne comme toi serait-elle au courant d'un endroit pareil? Tu as lu ça dans un magazine chez le coiffeur? C'était le moment. Le moment que j'attendais depuis 10 ans. Je suis au courant, ai-je dit en articulant chaque mot. Parce que c'est moi qui l'ai financé. La fondation de la Chênaie Dorée, c'est mon projet. Un silence de mort. Ils me dévisageaient comme si je venais de leur annoncer que j'étais la reine d'Angleterre. Antoine a été le premier à retrouver la parole. Tu te moques de nous? C'est une blague de très mauvais goût. Tu n'as pas les moyens de financer une niche pour chiens,
alors une fondation. C'est à cet instant précis qu'un bruit sourd a commencé à se faire entendre. Un vrombissement lointain, qui s'intensifiait à chaque seconde. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? A demandé ma mère, anxieuse. Le bruit est devenu assourdissant. Les verres dans le vaisselier se sont mis à vibrer. Nous nous sommes tous précipités vers la fenêtre. Et là, sous nos yeux incrédules, un hélicoptère noir, élégant, descendait lentement du ciel pour se poser en douceur sur la grande pelouse devant la maison. Ils étaient sans voix. Stupéfaits. Antoine s'est tourné vers moi, le visage décomposé. Mais, qu'est-ce que... Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu te souviens de ce que tu as dit tout à l'heure, Antoine ? Tu as dit que je n'avais même pas de quoi m'offrir une voiture. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Je l'ai ouverte. Le souffle des pales a fait voler mes cheveux. Le pilote m'a fait un signe de la main. Tu avais raison, ai-je crié pour couvrir le bruit des moteurs. Je ne possède pas de voiture. Je me suis retourné une dernière fois vers ma famille, pétrifiée. Mon chauffeur est là. Et c'est là que ma mère, livide, a perdu connaissance et s'est effondrée sur le tapis. Le chaos a éclaté. Mon père se précipitait vers ma mère, affolé. Sophie criait. Antoine restait figé, le visage blanc comme un linge, incapable de comprendre la scène surréaliste qui se déroulait sous ses yeux. Seul Marc, le mari de Sophie, semblait avoir gardé son sang-froid, son cerveau de financier tournant déjà à plein régime. J'ai fait signe au pilote de couper les moteurs. Le silence qui a suivi était presque aussi assourdissant que le bruit des pales. J'ai aidé mon père à allonger ma mère sur le canapé. Heureusement, elle a rapidement repris ses esprits, balbutiant des questions incohérentes. Qu'est-ce que ça veut dire, Chloé ? A finalement réussi à articuler Antoine, sa voix tremblante de colère et d'incompréhension. Ça veut dire que la réunion n'est pas terminée, ai-je répondu calmement. Mais nous allons la continuer ailleurs. 1 heure plus tard, nous étions tous à bord de l'hélicoptère. Le vol a été court, silencieux. Mes parents regardaient par le hublot, fascinés et terrifiés. Sophie se rongeait les ongles. Antoine fixait le vide, le visage fermé. Quand le château est apparu, niché au cœur des vignobles du Beaujolais, j'ai vu la mâchoire de Sophie se décrocher littéralement. C'était ma maison. Le château de la Vigne Dorée. Une propriété que j'avais achetée 6 mois plus tôt, un havre de paix loin de l'agitation de la ville. Nous nous sommes posés sur l'héliport. Mon assistante, Margot, nous attendait. Elle a salué ma famille avec un professionnalisme impeccable et nous a conduits vers la demeure principale. Chaque pas à l'intérieur du château était un nouveau choc pour eux. Le grand hall d'entrée, les salons en enfilade, les œuvres d'art au mur. Ils me suivaient en silence, comme dans un rêve. Je les ai fait asseoir dans le grand salon qui donnait sur les jardins à la française. Du champagne était servi. Ils n'y ont pas touché. Bienvenue chez moi, ai-je dit simplement. C'est, à toi, a murmuré ma mère. Oui. Mais comment, a demandé Antoine, sa voix trahissant une pointe d'agressivité. D'où vient tout cet argent ? C'était le moment de la vérité. J'ai pris une profonde inspiration. Il y a 10 ans, quand j'ai quitté l'école, j'ai fondé une société. Une start-up spécialisée dans la cybersécurité. Pendant des années, j'ai travaillé sans relâche. Il y a 6 mois, cette société a été rachetée par un groupe technologique américain. J'ai marqué une pause. Pour 52 millions d'euros. Le chiffre est resté suspendu dans l'air, irréel. Le premier à réagir ne fut pas celui que j'attendais. Ce ne fut pas la surprise, ni l'admiration. Ce fut la colère. Pourquoi ? A hurlé Antoine, se levant d'un bond. Pourquoi tu ne nous as rien dit ? Pourquoi tu nous as laissé croire que tu étais une ratée ? Tu te vengeais, c'est ça ? Tu voulais nous humilier. Sophie a renchéri, les larmes aux yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de joie. C'étaient des larmes de jalousie, de dépit. Toutes ces années. On s'est inquiété pour toi. On a essayé de t'aider. Et pendant ce temps, tu te moquais de nous. La carte cadeau, le stage, tu devais bien rire. Leur réaction m'a fait mal. Plus mal que toutes leurs années de mépris. Je m'attendais à tout, sauf à ça.
Je pensais qu'ils seraient choqués, peut-être même heureux pour moi. Mais ils se sentaient trahis. Leur univers, basé sur des hiérarchies claires où ils étaient au sommet et moi tout en bas, venait de s'effondrer. Et ils ne le supportaient pas. Vous vous êtes inquiété, ai-je répondu, ma voix tremblant légèrement. Ou bien était-ce plus confortable pour vous de me croire en difficulté? Ça validait vos propres choix, n'est-ce pas? La petite sœur qui a pris des risques et qui a échoué, ça vous rassurait sur vos vies bien rangées. La discussion s'est envenimée. Les reproches fusaient. Les vieilles rancœurs, les non-dits, tout a explosé. C'était laid, violent. Mes parents, pris entre deux feux, ne savaient plus quoi dire. J'ai réalisé mon erreur. J'avais pensé que l'argent résoudrait tout. Qu'il me donnerait le respect que je n'avais jamais eu. Mais l'argent ne faisait qu'exacerber les failles qui existaient déjà. Il agissait comme un révélateur, montrant la vraie nature de nos relations. J'ai mis fin à la conversation. Je crois que nous avons tous besoin de temps pour digérer. Margot va vous montrer vos chambres. Nous parlerons demain. Je les ai regardés monter le grand escalier, le dos voûté. Ils n'étaient plus les juges arrogants de la veille. Ils étaient perdus, déboussolés. Le monde qu'ils connaissaient venait d'être anéanti. La question était maintenant de savoir si nous pouvions en construire un nouveau sur les ruines de l'ancien, ou si notre famille allait se briser pour de bon. Je les ai laissés seuls. Je suis sorti marcher dans les jardins, le cœur lourd. Ma victoire avait un goût amer. J'avais gagné la bataille, mais j'avais peut-être perdu ma famille. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de couleurs flamboyantes. Mais je ne voyais pas la beauté du paysage. Je ne voyais que le gâchis. Je suis rentré à la nuit tombée. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Je suis monté à l'étage, longeant le couloir qui menait à leur chambre. En passant devant la suite où logeaient Sophie et Marc, j'ai entendu des éclats de voix. Je me suis arrêté, l'oreille collée à la porte. Je sais, ce n'est pas bien. Mais je devais comprendre. C'était Sophie qui pleurait. Je n'en peux plus, Marc. Je n'en peux plus de cette vie, sanglotait-elle. Tout est faux. Mon mariage, mes amis, mes galas de charité. Je passe mon temps à faire semblant d'être heureuse, mais je suis vide. Et Chloé, elle a tout réussi. Vraiment réussi. Elle a construit quelque chose, elle a suivi ses rêves. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai épousé un nom. J'étais abasourdie. Sophie, la parfaite, l'enviable Sophie, était malheureuse. Sa vie de conte de fées n'était qu'une façade. Je me suis éloignée, troublée. Plus loin, la porte de la chambre d'Antoine était entr'ouverte. Il était au téléphone avec sa femme. Sa voix était basse, tendue. Je ne sais pas comment je vais faire, Hélène. C'est une humiliation. Toute ma vie, j'ai suivi les règles. J'ai fait les bonnes études, j'ai pris le bon poste. Je pensais être le modèle de réussite. Et aujourd'hui, je me sens comme un imposteur. Ma petite sœur, celle que je prenais de haut, vaut 10 fois plus que moi. Pas seulement en argent. Elle a eu le courage que je n'ai jamais eu. Le courage d'être elle-même. J'ai reculé, le souffle coupé. Antoine. Mon frère arrogant et sûr de lui. Il doutait. Il se sentait menacé, non pas par mon argent, mais par mon audace. Mon succès ne le rendait pas seulement jaloux, il remettait en question les fondements même de sa propre existence. C'était une révélation. Leur colère, leur agressivité, ce n'était pas seulement contre moi. C'était contre eux-mêmes. Mon succès agissait comme un miroir, leur renvoyant une image d'eux-mêmes qu'ils ne voulaient pas voir, celle de leurs compromis, de leurs regrets, de leur vie non vécue. Je suis allée voir mes parents. Ils étaient assis en silence dans leur chambre, regardant par la fenêtre. Ma mère avait les yeux rouges. Mon père semblait avoir retrouvé une certaine lucidité. Il s'est tourné vers moi. Ton grand-père était comme toi, a-t-il dit doucement. Un entrepreneur. Un visionnaire. Tout le monde le prenait pour un fou. Mais il a bâti un empire à partir de rien. Tu lui ressembles. Il a pris ma main. Je n'ai pas su voir ça. J'ai eu peur pour toi. J'ai voulu te protéger en te forçant à rentrer dans le moule.
J'ai eu tort. Pardonne-moi. Les larmes me sont montées aux yeux. C'était la première fois de ma vie que mon père me disait qu'il était fier de moi. C'était tout ce que j'avais toujours voulu entendre. J'ai compris à ce moment-là que la situation était bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Il ne s'agissait pas d'une simple histoire de jalousie. Il s'agissait de rêves brisés, de vies de faux-semblants, de blessures profondes. J'avais voulu leur donner une leçon, les forcer à me respecter. Mais en brisant leur image de moi, j'avais involontairement brisé bien plus. J'avais fait voler en éclats la fragile armure qui protégeait leurs propres failles. La question était maintenant de savoir si nous pouvions recoller les morceaux, ou si les blessures étaient trop profondes pour être guéries. Le lendemain matin, l'ambiance au petit déjeuner était radicalement différente. La colère et le choc de la veille avaient laissé place à une sorte de calme résigné, presque mélancolique. Personne ne parlait. On entendait seulement le bruit des couverts sur la porcelaine. C'est Antoine qui a brisé le silence. Il a levé les yeux de son assiette et m'a regardé. Il n'y avait plus de mépris dans son regard. Juste une immense fatigue et une pointe de curiosité. « Comment tu as fait » a-t-il demandé. Sa voix était à peine un murmure. Je veux dire, concrètement. L'idée, le financement, les premiers clients. Comment on part de rien et on arrive à ça? Ce n'était pas une excuse. Pas encore. Mais c'était un début. C'était la première fois qu'il me posait une question sincère sur mon travail. La première fois qu'il reconnaissait mon parcours. J'ai commencé à lui raconter. Les nuits blanches, les doutes, les échecs. Mais aussi les petites victoires, l'excitation de la création, la passion qui m'animait. Pour la première fois, il m'écoutait. Vraiment. Sans m'interrompre, sans me juger. Sophie, qui n'avait pas dit un mot, a alors pris la parole. La chaîne est dorée? C'est vrai que c'est toi qui as tout financé? J'ai hoché la tête. J'ai créé la fondation il y a 3 ans. Je voulais créer un lieu où nos aînés seraient traités avec la dignité et le respect qu'ils méritent. Elle a baissé les yeux, jouant nerveusement avec sa serviette. Est-ce qu'ils prennent des bénévoles? Je veux dire, mon travail pour les œuvres de charité, c'est surtout des cocktails et des levées de fonds. J'aimerais faire quelque chose de concret. De vrai. J'étais stupéfaite. C'était une main tendue. Une demande d'aide, mais aussi une offre. Bien sûr, ai-je répondu doucement. Il serait ravi de t'accueillir. C'était à mon tour d'être honnête. Je dois aussi m'excuser, ai-je dit en les regardant tous. J'ai gardé ce secret pendant des années. Au début, c'était pour me protéger. Mais avec le temps, c'est devenu une arme. Une façon de vous punir pour ne pas avoir cru en moi. C'était petit de ma part. J'aurais dû vous parler. Le dialogue était enfin ouvert. Timidement, maladroitement, nous avons commencé à parler. Vraiment parler. Pour la première fois depuis 10 ans. Nous avons parlé de nos peurs, de nos doutes, de nos regrets. J'ai découvert un frère rongé par la pression de la réussite, une sœur perdue dans une vie qui ne lui ressemblait pas. Et ils ont découvert une sœur qui, malgré sa fortune, s'était sentie terriblement seule. Dites-moi, avez-vous déjà ressenti le besoin de prouver votre valeur à vos proches? Si cette histoire résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines histoires. C'est en partageant nos expériences que nous nous sentons moins seuls. La conversation a duré des heures. Nous avons vidé nos cœurs, mis sur la table toutes les rancœurs accumulées. C'était douloureux, mais nécessaire. Comme une opération chirurgicale pour nettoyer une vieille blessure infectée. Mes parents nous écoutaient, passant des larmes au sourire. Je crois qu'ils assistaient à la renaissance de leur famille. Nous n'avons pas tout résolu ce jour-là. Les cicatrices étaient trop profondes. Mais nous avons posé la première pierre d'une nouvelle fondation. Une fondation basée non plus sur le jugement et la compétition, mais sur l'honnêteté et la vulnérabilité. Nous étions comme des étrangers qui réapprenaient à se connaître. C'était étrange, déstabilisant, mais aussi porteur d'un immense espoir. La question était de savoir si ce fragile édifice que nous commencions à construire serait assez solide pour résister aux tempêtes à venir. L'après-midi, nous nous sommes réunis à nouveau dans le salon.
Mais cette fois, l'ambiance était différente. Il n'y avait plus de vidéoprojecteurs, plus de présentations PowerPoint. Juste nous, assis en cercle, discutant calmement de l'avenir de nos parents. Pour la première fois, nous étions des partenaires égaux. Antoine apportait son expertise en gestion, Sophie ses idées sur le bien-être et l'environnement, et moi, les ressources pour concrétiser tout cela. Nous avons décidé ensemble que la chaîne dorée était la meilleure solution, et nous avons planifié la transition en douceur, en respectant les souhaits de nos parents. Au cours de la conversation, Antoine a fait une annonce qui nous a tous surpris. « J'ai décidé de démissionner », a-t-il dit. « J'ai reçu une offre pour enseigner dans une école de commerce. C'est beaucoup moins bien payé, mais c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Voir ce que tu as construit, Chloé, ça m'a fait réaliser que je passais à côté de ma propre vie. » Peu après, Sophie a timidement ajouté qu'elle et Marc avaient décidé de vendre leur immense maison à Bordeaux pour s'installer dans une ferme plus simple, et se lancer dans un projet d'agriculture biologique. « Je veux faire quelque chose qui a du sens », a-t-elle dit. Je les regardais, émue. Mon succès inattendu n'avait pas seulement changé ma vie. Il avait agi comme un catalyseur, les forçant à s'interroger sur la leur. En brisant le moule, je leur avais, sans le vouloir, donné la permission de briser le leur. Le moment du départ est arrivé. Sur le perron du château, les adieux ont été chaleureux, sincères. Plus de faux-semblants. Antoine m'a serré dans ses bras. « Prends soin de toi, petite sœur. » Et, merci. Sophie m'a embrassée, les larmes aux yeux. « Appelle-moi, d'accord ?» Je les ai regardés monter dans leur voiture. L'hélicoptère était reparti. Ils repartaient comme ils étaient venus, mais ils n'étaient plus les mêmes. Nous n'étions plus les mêmes. Je suis restée longtemps sur le perron, seule. Le silence était revenu, mais ce n'était plus un silence pesant. C'était un silence paisible. J'ai regardé mon château, mes vignes, tout ce que j'avais construit. Et j'ai compris que la vraie richesse n'était pas là. Elle n'était pas dans les murs de pierre, ni dans les comptes en banque. La vraie richesse, c'était ce moment de vérité. C'était la main de mon père dans la mienne. C'était le respect enfin gagné dans le regard de mon frère. C'était la complicité retrouvée avec ma sœur. La vraie richesse, c'est la capacité à être soi-même, pleinement, et à être aimé pour cela. Le défi, maintenant, était d'apprendre à être vulnérable. D'oser être connu, vraiment connu, par ceux qui m'avaient si longtemps méconnu. C'était ça, la vraie victoire. Bien plus précieuse que de prouver à qui que ce soit qu'il avait tort. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle a résonné en vous, si vous avez vous-même une expérience de conflit familial, de malentendu, ou de réconciliation, partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Nos histoires nous connectent, et nous rappellent que nous ne sommes pas seuls face à ces épreuves. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » si ce récit vous a touché, et de le partager avec quelqu'un qui aurait peut-être besoin d'entendre que le succès peut prendre de multiples formes, et que la plus grande réussite est de trouver la paix avec soi-même et avec ceux qu'on aime. Pour la première fois depuis des années, en regardant le soleil se coucher sur mes vignes, je me suis sentie vraiment, profondément, rentrée à la maison.